Radio sous pente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans cloupette. L'émission à Racaille du 4 octobre 2022, et nous allons passer, attention, c'est un moment quand même assez important, nous allons passer à la partie artistique de cette émission consacrée à Kokoschka. Et je donne la parole à ma camarade de combat qui piaffe d'impatience en face de moi. Donc Kokoschka, de son prénom Oscar. Une exposition, environ 150 œuvres au musée d'art moderne, une très belle exposition. Donc c'est 70 ans à peu près de création picturale. Donc à savoir que Kokoschka est un peintre, mais c'est aussi un poète, un écrivain, un essayiste, un dramaturge, et qu'il est associé au mouvement artistique et intellectuel à Vienne au début du XXe siècle. Donc, savoir que ses contemporains étaient Gustav Klimt et Egon Schiele, et que ses premières productions vont constituer forcément un choc pour le public, parce qu'il va rapidement se mettre en marge du style de Klimt et de Schiele, de Klimt surtout. Et voilà, donc son œuvre va traverser le XXe siècle, parce que Kokoschka est né en 1886, il est mort en 1980, donc c'est 80, pratiquement 60 ans de travail artistique. Donc Kokoschka était un radical, hein, il a tout juste 23 ans lorsqu'il se lance à l'assaut de Vienne en sa qualité, comme on l'avait appelé, de sauvageon en chef. Il s'était rasé le crâne. Il est soutenu par Gustav Klimt, et très tôt on va voir qu'il va connaître le succès dans le milieu artistique viennois et qui va influencer le jeune Egon Schiele. Alors il est en 1907, il est influencé par l'Art Nouveau, et il commence ce qu'on appelle le Jugendstil, et là il fait un travail donc qui est plutôt d'art appliqué. Il fait des cartes postales, il écrit un livre de contes qui va s'appeler les garçons en rêve, il va l'illustrer. Voilà, il va le dédicacer à Gustav Klimt en disant avec toute mon admiration, mais on va déjà sentir que son trait va être différent et qu'il va prendre un peu de distance avec ce Jugendstil. Donc il est qualifié, comme on disait, de fauve par la critique, et c'est pour ça qu'il se rase la tête pour ressembler à un bagnard. Effectivement, il y a plusieurs portraits de lui, il a ce crâne rasé qui va, j'ai l'impression qu'il va le raser assez longtemps dans sa vie. Et il va rencontrer des gens qui vont l'aider, des mécènes, en particulier l'architecte Adolf Loos, qui va vraiment aimer tout ce qu'il va faire. Et Loos est un adversaire d'un art qui est réduit à un usage purement décoratif. Donc avec le soutien de Loos, Kokoschka va pouvoir avoir des commandes de portraits des membres de la société viennoise, et il va rentrer en relation avec un réseau artistique et littéraire par l'intermédiaire de cet ami. Il fera des rencontres comme un éditeur berlinois qui s'appelle Walden. Il y a d'ailleurs un portrait de ce Walden dans l'exposition. Walden, qui est le fondateur de la galerie et de la revue Der Sturm. Il y a une salle qui est consacrée à ces magazines. Et ça va permettre à Kokoschka de quitter pour un moment Vienne. Il part à Berlin et il va collaborer donc à cette entreprise de magazines. Et là, il va illustrer les pages de la revue. Il rencontre Alma Mahler, dont il va être amoureux pendant quelques années. La femme de Mahler ? Voilà, c'est celle qui est avec Mahler après. Bon, cette femme, j'avais lu un peu son histoire, elle est restée vraiment derrière. C'est pareil, quand on fouille un peu sur les histoires de couple, on s'aperçoit qu'elle a fait beaucoup de choses avec Mahler et son nom est complètement sorti de l'histoire de la musique. Mais elle n'était pas compositrice aussi ? Si, bien sûr. Ça, et elle a été occultée complètement. C'est une autre histoire, on y reviendra peut-être un jour, mais... Voilà, et donc il rencontre Alma Mahler, je crois qu'ils vont rester ensemble peut-être 2 ou 3 ans, ils vont voyager en Europe, et c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc là, ça va être c'est sa rupture avec Alma Mahler, et là, Adolf Loos le recommande pour intégrer le régiment des dragons impériaux. C'est un corps d'élite, et pour ce faire, il va falloir qu'il vende un de ses chefs-d'œuvre qui s'appelle La fiancée du vent, parce qu'il doit acheter lui-même son cheval. Moi, ça, j'ai découvert ça en lisant son histoire. En 1915, il est blessé sur le front russe, à la tête et au poumon. Il est soigné dans un hôpital à Mbro, et il va repartir au front en 1916 comme peintre de guerre sur la bataille de l'Isonzo en Italie. Il sera blessé là à nouveau par une grenade, évacué à Vienne, puis à Berlin. Alors l'Isonzo, on a vu, c'est dans le nord de l'Italie, à la frontière avec l'Autriche.
Donc il est déclaré inapte au service militaire, il séjourne à Berlin à la fin de l'année 1916, et là il va signer un contrat avec un galeriste qui s'appelle Paul Cassirer, et donc il traverse une profonde dépression après la guerre, ça on peut facilement l'imaginer. Il est soigné dans un centre de convalescence à Dresde, et il se rapproche de la scène artistique de cette ville, et notamment la scène théâtrale qui l'encourage à poursuivre ses créations dramatiques. Et en 1919, il obtient un poste de professeur à l'Académie des Beaux-Arts, poste qu'il va occuper jusqu'en 1923. Après, va s'en suivre plusieurs années de voyage un petit peu dans l'Europe. Il va faire un séjour à Paris en 1923, et c'est là qu'il apprendra par une coupure de presse la mort de son père, ce qui va le mettre effectivement, l'attrister profondément. Il va abandonner son poste d'enseignant à Dresde, et il n'arrive pas à demeurer à Vienne où son art n'est toujours pas accepté. Et en octobre 1924, il y a l'une de ses toiles qui est lacérée par un visiteur lors d'une exposition à la Neue Galerie. Il est soutenu par son galeriste Paul Cassirer, et là il va entreprendre des voyages donc à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Orient. Il va faire des paysages, des vues urbaines, des portraits d'hommes, d'animaux. Et il y a un article dans le catalogue qui raconte un peu plus en détail que Cassirer, je crois, lui offre 30 000 marks par an pour se déplacer. Il se déplace avec un ami, et qu'après, en retour, il doit aussi donner pas mal de toiles en échange de tout ça. Mais qu'effectivement, lui, il fallait à ce moment-là qu'il aille, qu'il voyage un petit peu partout, quoi. À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Kokoschka s'engage publiquement contre le nazisme, et en mai 1933, il proteste contre la démission de l'Académie des Beaux-Arts de Prusse du peintre Max Liebermann, qui était une grande figure intellectuelle et morale, et il va protester dans une tribune d'un quotidien allemand. À Vienne, la guerre civile de 1934 oppose les fascistes aux socialistes, et la mère de Kokoschka qui vit à Vienne a une santé fragile, et ces événements vont la fragiliser, et la mère de Kokoschka meurt quelques semaines plus tard. Lui est en difficulté financière, il émigre alors à Prague, la ville dont son père était originaire et où réside sa sœur Bertha. Là, il va rencontrer Olda Palkowska, qui est une étudiante en droit et qui deviendra sa femme en 1941. En 1935, il peint le portrait du président tchèque et il va obtenir la nationalité tchèque. Et depuis la Tchécoslovaquie, il entrevoit ce qui se passe en Europe, il voit le piège du nazisme qui se referme sur l'Europe. Il publie de nombreux articles, il organise des conférences pour alerter sur ce danger. Et l'exposition itinérante d'art dégénéré, justement, exhibe 9 de ses peintures aux côtés de nombreux chefs-d'œuvre de l'avant-garde européenne. Et là, c'est là qu'il va répondre en faisant ce portrait qui est l'affiche, je crois. Non, c'est pas l'affiche, justement. Non, c'est un artiste, il se peint en artiste dégénéré. Non, c'est pas l'affiche de l'exposition, mais ça ressemble un petit peu, sauf que là, il y a des couleurs plus printanières dans cet artiste dégénéré. Donc avec la montée en puissance et l'accession au pouvoir des nazis en 1933, les avant-gardes artistiques européennes sont accusées par les fascistes de participer à la décadence des sociétés modernes, et donc les œuvres de Kokoschka deviennent des cibles de choix. Et dès 1932, 5 de ces tableaux sont saisis dans les musées de Dresde, et après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, toutes ces œuvres sont décrochées des collections publiques. Donc au total, ce sont quelques 600 œuvres de l'artiste qui sont saisies dans les musées allemands, que ce soit des peintures, des dessins, des estampes. Elles ne sont pas détruites? Non, elles ne sont pas détruites. Et il y en a même qui vont circuler dans cette exposition d'art dégénéré, exposition qui aura lieu, une exposition itinérante qui a lieu à Munich, à Berlin, à Vienne, entre 1937 et 1938. Alors, face aux attaques qu'il subit, Kokoschka prend le parti du combat par sa participation aux organisations et aux expositions antifascistes. Et depuis son départ à Prague en 1934, après il va à Londres en 1938, et c'est depuis son exil, c'est sur les conseils de sa femme qu'il fuit à Londres. Et depuis son exil en Angleterre, il ne va pas rester inactif, il doit tout reconstruire dans ce pays, enfin tout reconstruire artistiquement, où là il n'est pas encore reconnu. Et avec sa femme, ils vont vivre dans un relatif dénuement à Londres et en Cornouailles. Il va obtenir la citoyenneté britannique, donc voilà, c'est quelqu'un qui aura dans sa vie plusieurs nationalités. Il réalise des affiches, il fait des articles, et là il affirme son pacifisme et la nécessité
d'une réconciliation, donc jusqu'en 1947, où là il devient citoyen britannique. Et il peut à nouveau donc circuler à travers l'Europe et il peut rendre visite à sa famille qui est restée à Vienne. Malgré tout, il n'a pas du tout envie de rester s'installer dans sa ville d'origine. Et donc il s'installe après l'Angleterre, donc il va bouger, on est à partir de 1947, il va acheter un terrain autour du lac Léman à Villeneuve et il va là s'installer à partir des années 50 en Suisse. Et là, il peut bénéficier un peu il peut donner l'impression de savourer à nouveau la reconnaissance dont il bénéficie, mais lui travaille toujours sur sa peinture. C'est un opposant véhément à l'art abstrait qui, pour lui, participe à la déshumanisation des sociétés modernes, et il ouvre à Salzbourg en 1953 une école du regard qui prodigue un enseignement par l'image et l'observation. En 1975, il devient citoyen d'honneur autrichien, donc il reprend la nationalité autrichienne. Et en 1980, il décède d'une attaque cardiaque et il meurt à Montreux. En Suisse. En Suisse. Une vie engagée quand même avec quelqu'un, sauf même à un moment, quand il monte son école du regard là, à la fin de sa vie, il y a la personne avec qui il va travailler, quelqu'un qui avait quand même participé, qui avait collaboré avec les nazis. Lui va faire abstraction de ça, il va quand même travailler avec lui, parce que je pense que ce que l'école veut apprendre, en fait, est pour lui plus important que cette ancienne collaboration. Voilà. Mais lui, il a quand même... Mais qui c'est, j'ai plus son nom. C'est un artiste connu? Non, moi c'est un nom que je ne connaissais pas du tout, quoi. Celui avec qui c'est un pédagogue en fait. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement c'est une vie de mouvement, de voyage, d'implication, d'engagement. Ouais. Non, c'est important de souligner l'engagement parce que être engagé contre le fascisme hitlérien dans ces années-là, c'était vraiment à affronter la mort, quoi, parce que il n'hésitait pas à supprimer les gens qui étaient contre eux, quoi. C'était pas vraiment les gens très gentils, quoi. On l'a su par la suite avec toutes les horreurs qu'ils ont pu produire. Voilà. Non, Kokoschka, et d'ailleurs sa peinture est un peu le reflet de ses engagements, parce que c'est une peinture d'une force, d'une violence, qui peut pas être créé par un espèce d'ectoplasme évanescent, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui avait les pieds dans la terre et la tête dans le ciel. Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couverts de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière.
pas utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Et si ta part te suffit pas, tu en prendras d'autres sans avoir à te battre. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour elle. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. C'était Citoyen du monde, HK et les saltimbanques. Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, nous allons poursuivre notre exploration de la vie de cet artiste autrichien, britannique, tchèque, Kokoschka. Ouais, alors à la librairie du musée d'art moderne, il y avait pas mal d'ouvrages. Et il y en a un petit que j'ai acheté qui s'appelle Paroles d'artiste. Et c'est toujours intéressant parce que ce sont des extraits de livres ou de lettres qui sont publiés. En plus, ça reste à des prix très abordables. Donc voilà. C'est-à-dire 7,80 €. Oui, c'est correct. Donc voilà, j'ai acheté ce petit livre sur des paroles d'artistes de Kokoschka. J'ai fait une sélection de 4-5 extraits qui parlent de son travail, comment lui se vit en tant qu'artiste. Alors, premier extrait, voilà, c'est extrait d'une lettre qui date de 1954. J'apprends à mes élèves à ouvrir les yeux. Mes élèves, jeunes ou vieux, qu'ils aient ou non reçu une formation artistique, ont pour instruction de peindre l'homme en mouvement, nu ou habillé. L'homme en action, expérience qui se joue, soit dans un espace clos à 3 dimensions, soit à l'air libre. Dans le travail à l'aquarelle, qui n'admet pas de correction, ils ne doivent pas se dénaturer. Il leur faut donc apprendre à porter toute leur attention sur l'événement en tant que tel et coordonner la tension intérieure avec une maîtrise raisonnée de cette technique, on ne peut plus difficile. Voilà, deuxième extrait. Il revient au je, le moi, par une expression libre de sa volonté, d'opter pour la raison ou la folie, pour l'humanité ou la bestialité, pour l'amour ou la haine, pour une vie qui devient organique ou pour le chaos qui aveugle la raison. Il revient à l'artiste qui a vocation à ouvrir à la société la voie du dépassement, de la fatalité par un acte de purification intérieure, de voir ce qui est et ce qui n'est pas.
Là, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Ma vie, donc toujours par rapport à son travail de peintre. J'essaie de garder mes modèles en mouvement et en parlant pour les faire oublier qu'ils sont peints. Cela n'a rien à voir avec l'extraction de secrets intimes ou de confessions, mais plutôt avec l'établissement en mouvement d'une image essentielle du genre qui reste en mémoire ou se répète dans les rêves. Je ne pourrais pas faire cela si le modèle devait se tenir tranquille ou garder une posture raide, comme pour un photographe. J'ai besoin parfois de ma longue expérience dans la fréquentation des hommes pour amener à la lumière, comme avec un ouvre-boîte, une personnalité souvent enfermée dans la convention. Je n'ai jamais de ma vie peint comme la mode l'exigeait. Je déclare ici qu'avec la peinture, qu'avec cette peinture la plus grande qui soit de ma main, en tout cas en termes de dimension, j'ai fait fi en conscience et à dessein de tous les tabous qui règnent aujourd'hui au niveau international. Je voulais que cette peinture présente un contenu et un espace objectif, ainsi qu'il sied à un Européen attaché à son histoire. Je fais voir une composition spatiale à laquelle j'ajoute consciemment la 4e dimension découverte par le baroque, celle du mouvement qui permet pour ainsi dire au spectateur de lire la peinture dans le temps, dans la succession des événements représentés du début à la fin. La société menace de perdre le contrôle de l'esprit. L'esthétisme répond à la détresse humaine par un gloussement. Il ne fait aucun doute que l'art reflète l'esprit de la société. La renaissance en art est une croissance organique dans laquelle l'expressionnisme accentue la tension et trouve à s'exprimer dans une nouvelle magie de la forme. Comprenons l'expressionnisme comme la voix vivante de l'homme qui doit recréer son univers. Oui, ça, je suis... avec Kokoschka, en tout cas, ça m'a subitement fait comprendre la force de l'expressionnisme dans l'histoire de l'art moderne. Je crois que, si vous voulez, quand vous voyez une peinture de Kokoschka comme une peinture de Haïm Soutine, qui ne s'est jamais revendiqué d'aucune école, etc., mais quand même, je dirais que Haïm Soutine est plus expressionniste qu'autre chose, et bien que l'expressionnisme, c'est une forme de création picturale qui peut aussi être une forme de création sculpturale, ou simplement de gravure ou de dessin. C'est quand même l'aboutissement après l'impressionnisme, après le naturalisme, l'impressionnisme, comment dirais-je, la peinture fauve, etc., etc. C'est quand même, voilà, ça, pour moi en tout cas, l'arrivée, c'est dans la gare de l'expressionnisme, quoi, voilà. Et que vraiment, c'est tellement frappant quand je me suis baladé dans cette exposition Kokoschka, que c'est là que j'ai vraiment réalisé l'importance de l'expressionnisme. Voilà, tout simplement, pour vous faire des tartines, mais et ça, il faut vraiment regarder ce moyen d'expression comme un moyen vraiment abouti, presque maintenant classique, mais qui donne une dimension artistique à cette pratique quand même qui est assez lumineuse, assez extraordinaire, quoi. Kokoschka en a un représentant majeur. D'ailleurs, c'est le seul qualificatif qu'il acceptait, hein, celui d'expressionniste. Et ce qu'il disait, il disait « je suis expressionniste parce que je ne sais pas faire autre chose qu'exprimer la vie ». Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Enfin, pour ma sensibilité, je crois que oui, c'est là. C'est l'expression de la vie. Et la création, c'est l'expression de la vie. Voilà. Un créateur qui s'exonère de la vie dans son travail, bah ouais, c'est un truc. Alors, c'est de l'art à la mode, c'est de l'art voilà, gentil, pas bougé, bourgeois, etc., etc. Non, l'art, la création, c'est la vie. Si voilà, on est des êtres, nous sommes des êtres vivants et on peut pas. Et il avait raison quand il disait que l'art abstrait c'était la déshumanisation du monde, quoi. C'est vrai. L'art abstrait, c'est quelque chose qui empêche presque de vivre, quoi. Voilà, c'est une fuite devant
la vie. D'ailleurs, lui, quand il parle de portraits, il dit aussi « Ce qui autrefois choquait la société dans mes portraits était que ce que je tentais de deviner dans un visage, une mimique des gestes pour le reproduire dans ma langue picturale, comme la somme d'un être vivant dans un portrait de mémoire. » Oui, mais ça, c'est tout à fait Ramsoutine, qui a fait des portraits de femmes qui avaient 20 ou 30 ans, et quand elles ont eu 70 ou 80 ans, voilà, c'était leur portrait à 70 ou 80 ans. Et voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'était un extrait de la cantate numéro 60 de Bach. La musique était très très importante pour Kokoschka, et sur cette cantate, il a fait une série de lithographies. Vous êtes toujours, bien entendu, sur Radio Soupente, et nous allons poursuivre notre exploration de l'œuvre de Kokoschka. Vous relatez en tout cas notre déambulation au BAM,
splendide musée où on n'est pas gêné par les visiteurs, il n'y a pas de groupe Jap, allemand ou américain devant les œuvres, voilà, on peut les regarder. Bon, c'est pas non plus une galerie, hein, c'est un musée, ça passe. Ouais, alors ce qui est frappant, enfin à mon avis dans cette exposition, c'est vraiment le nombre de portraits. C'est voilà, Kokoschka a beaucoup voyagé dans sa vie, donc on a vu que son galeriste l'avait soutenu lors de ses nombreux voyages, en tout cas plusieurs années de voyages en Europe, qu'il en a rapporté beaucoup de paysages. Et en fait, moi je trouve que cette exposition, sa force, c'est avant tout tous ces portraits justement d'hommes ou de femmes, avec cette touche expressionniste dont on parlait tout à l'heure, quoi. Absolument. Oui, si vous voulez, ma camarade est toujours un peu interloquée parce que tandis que elle regarde les œuvres, elle photographie, elle note, etc., etc. Moi, je file. C'est-à-dire que là, je l'ai attendu à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, au moins, sur un banc, en attendant qu'elle finisse sa visite, que j'avais terminée, donc depuis au moins trois quarts d'heure, presque une heure. Voilà. Mais parce que ce qui est important pour moi, c'est de ressentir, si vous voulez, ressentir le travail de l'artiste. Voilà, avec quelques œuvres, je n'ai pas besoin de tout regarder, tout voir, etc., pour avoir une certitude sur l'importance de son travail. Et donc j'ai regardé évidemment quelques portraits. Il y en a un qui m'a beaucoup plu, hein, c'est un autoportrait, mais c'est lui en train de modeler un visage tout blanc, là. Et j'ai trouvé cette peinture, ça s'appelle Le grand art de la grimace. Là, parce que c'est d'une simplicité quasiment biblique, avec le bleu de sa blouse de travail qui domine, avec un jaune d'une femme dans le lointain, et cette masse blanche qu'il est en train de modeler, voilà. Alors c'est un sculpteur ou un modeleur, je ne sais pas comment l'appeler, assez rustique, un visage, c'est lui, hein, mais en caricature presque, voilà, avec un fond vert, très très beau d'ailleurs. Voilà. Des choses qui sortent complètement du train-train de l'expo comme cette œuvre. Voilà, ça m'interpelle, je m'y arrête, je regarde, je m'en gave, mais bon, et il y a beaucoup d'œuvres, de portraits, etc., qui ne sont pas inintéressantes du tout, mais dont je peux très bien me passer, d'ailleurs qui me passe sous le nez sans vraiment que je m'y attarde, sauf une chose très très importante qui m'a tout de suite tapé dans la figure, dans les yeux surtout, c'est la manière dont il traite les mains masculines. Alors là, c'est quelque chose qui ne peut pas échapper, si vous voulez, à l'attention des gens qui déambulent devant ces cinèses. Ce sont des grosses mains de bouseux ou d'ouvriers terrassiers, toutes boudinées, avec des gros doigts, des veines qui ressortent, etc. Alors que les mains des femmes sont tout à fait normales. Alors voilà le mystère pour moi, c'est pourquoi ces mains, je ne sais pas si ma camarade a trouvé une explication, mais moi j'en ai pas, et ça ne me gêne pas du tout de ne pas en avoir, mais je trouve que s'il y a quelque chose dans... ce sont presque les mains qui assoient le portrait, si vous pouvez comprendre ce que je vous raconte là. Enfin, voilà. Qui donne de la force à ces portraits de personnages, voilà. Les mains. Alors, ça peut être très coloré. Il y a des peintures, là, il y a un homme qui a vautré sûrement sur un siège, dans un paysage avec des couleurs un petit peu à la Dufy ou des choses comme ça, qui ne doit pas être un ouvrier, parce qu'il a une cravate, un costume, etc. Mais là, lui aussi, il a les mains qui sont posées, qui n'ont pas du tout de rapport avec la tenue, l'élégance du personnage, quoi. Voilà. C'est ça qui
ce que j'ai retenu de cette exposition, c'est surtout ce traitement des mains. Voilà. Ouais. Non, non, mais tu as raison. Et ce qui est surprenant, c'est que nulle part, dans tout ce que j'ai pu lire, on ne parle des mains peintes par Kokoschka. Là, je suis vraiment étonnée parce que c'est effectivement ce qui est le plus frappant de voir ces mains déformées, colorées. Ouais. Moi, il y a un tableau que j'ai beaucoup aimé, c'est le pouvoir de la musique. Alors, dans cette salle, en fait, il y avait 4-5 tableaux et je trouve qu'il se démarquait un peu du reste de l'exposition. Donc le pouvoir de la musique, en fait, c'est un tableau qui a été peint dans les années après-guerre, 1918-1920. Et là, on voit c'est une jeune fille en fait qui a un bouquet de lilas, qui souffle dans une flûte et qui semble surprendre un jeune homme qui est assis, qui se réveille par le son de cette musique. Derrière, il y a un chien qui s'éloigne. Et ce tableau d'abord avait été intitulé La faiblesse et la force. Donc, et je trouve que dans cette œuvre, quand on arrive, on change de salle, on arrive dessus. Alors c'est un grand format. Hein, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui frappe, qui nous prend, quoi. Vraiment dans ce contraste des couleurs. Alors dans cette salle, en fait, les visages sont moins colorés. Enfin, il y a moins de différences de couleurs. Il y a moins de pattes différentes sur les visages. Il y a c'est un peu plus des aplats par rapport au reste de ces portraits. Parce que souvent ces portraits, effectivement, il y a un peu de toutes les couleurs sur les visages, sur les mains. Là, c'est plus sobre, on va dire. En même temps, très contrasté dans la couleur, quoi. Mais j'adore les harmonies. Tu vois, ils avaient une science, ces gens-là, des palettes. C'est quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Avec des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, mais magnifiques. C'est vraiment, pour moi, c'est la révélation, une révélation quand même. Mais parce que ça fait un moment qu'on se balade dans ces couleurs, dans ces formes, etc. Mais quand même, ils ont des rouges qui sont invraisemblables. Voilà, pour moi, que j'aimerais pouvoir créer comme ils le faisaient eux-mêmes d'une manière assez courante, apparemment. Ouais. Alors il y a aussi une série d'affiches qu'il a réalisées qu'on peut voir à la fin de l'exposition. Il y en a une qui est assez forte justement quand il se représente avec le crâne rasé là. Et sur son travail pictural, alors apparemment il travaillait avec l'extrémité de son pinceau, avec ses doigts, ses ongles, il pouvait prendre des lambeaux de tissu, enfin voilà, il cherchait vraiment à faire un travail de contraste. Et il pouvait mettre des fois plusieurs années à travailler sur une toile, à y revenir, des fois jusque pendant une dizaine d'années, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. Non, parce que ce sont des gens, ces expressionnistes, ils sont quand même très à part du monde, de ce qu'on peut imaginer du monde artistique, quoi. Ils sont complètement en dehors des clous. Il y a toute une bande là. En Europe centrale, surtout en Allemagne, en Autriche, qui ont évidemment défrayé à ce moment-là complètement, si vous voulez, le regard qu'on avait sur l'art, quoi. Voilà, dans ces sociétés qui étaient quand même assez coincées dans des traditions mortifères, voilà, de classicisme. Qui devenait tellement classique que ça en était devenu mort, quoi, du point de vue de l'expression. Avec eux, ça a réveillé un peu tout le monde, quoi. Et c'est ça que je trouve absolument fabuleux. Voilà, qu'est-ce que c'est? L'araignée de mer. Ah oui, l'araignée de mer, c'est encore un truc. Ouais. Justement, en parlant d'animaux, il y a une toile qui s'appelle, c'est un tigrou, là, un tigron qui est peint, qui a l'air de sortir. Alors, apparemment, il avait l'autorisation de peindre très près de la cage, mais il y a une force dans cet animal qui est absolument incroyable, quoi. Ah oui, c'est un tigron, je crois. Et il y a aussi donc quelques œuvres vraiment engagées politiquement. Il y en a une qui s'appelle L'œuf rouge. Je ne sais pas si tu veux en parler. C'était suite aux accords de Munich en 1938. Où là, on voit justement Hitler, on voit Mussolini. Mussolini en premier plan énorme, là, on dirait. Ça fait penser un peu à Ubu. Voilà. Tout à fait. Ouais, avec un visage tout blanc, et des grosses lèvres avec son chapeau, là, de Gugus.
et puis Hitler dans le fond, là, autour d'une table ronde et au milieu de laquelle un œuf rouge. Alors qu'est-ce qui signifie cet œuf rouge? Tu as une explication, toi? Alors on pense que ça sert, c'est une référence à la Pâques 1939 quand il y a eu l'invasion de Prague quelques semaines plus tôt. Ah ouais, Ouais. d'accord. Oui, donc ça c'est vraiment une peinture engagée, on peut pas passer à côté là. Il y en a d'autres évidemment dans cette exposition sur la guerre, etc. Quoi, voilà. Mais celle-là, je crois que c'est la plus emblématique de son engagement comme artiste en opposition au fascisme. Quoi, voilà. C'est vraiment une caricature quand même assez révolutionnaire de ces leaders de nos deux, là, de Mussolini et d'Hitler. Et en même temps, c'est une composition complètement excentrique aussi, parce que Mussolini, il est dans le côté droit de la peinture, il a le visage aux 2/3, enfin, il y a un tiers du visage qui est caché par la bordure, enfin, qui est éliminé en quelque sorte. Et puis Hitler, tout petit dans le fond à gauche, c'est quand même quelque chose avec des espèces de personnages un peu fantastiques qui grouillent un peu dans le format, voilà. Ouais, c'est un peu... Il pouvait aussi peindre des tortues géantes, voilà, des araignées de mer. Mais ça prend avec lui une dimension un peu fantastique, quoi. C'est pas simplement l'araignée de mer classique, quoi, voilà. C'est l'araignée de mer qui devient quasiment un alien, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et donc il y a aussi quelques autoportraits qui là sont quand même sont intéressants et où il se représente d'ailleurs souvent avec cette blessure qu'il a eue au poumon en 1915. Et là il y en a un de ses derniers autoportraits, ça s'appelle Time, Gentleman Please. Et voilà, on le voit vieillissant, effectivement. Souvent il est en train d'ailleurs de se peindre, il peut se représenter en train de se peindre lui-même. On va faire ses autoportraits. Non, si vous voulez, il faut aller s'en prendre plein la tronche, parce que ça explose quand même. Voilà, et ce musée d'art moderne, il n'y a aucun doute que chaque fois qu'on y allait, c'est tranquille, c'est pas les queues gigantesques d'Orsay ou de Pompidou, voilà. Alors je parle même pas du Louvre, parce que pour moi c'est le Louvre, j'ai gardé le Louvre de ma jeunesse dans ma tête, où on pouvait rentrer tranquillement, voilà, où il n'y avait pas encore de pyramide, ni de salle d'attente d'aéroport, voilà, sous la pyramide, voilà. Là, le Louvre, je ne refoutrais jamais les pieds de ma vie. Mais Orsay, on est bien obligé de temps en temps de faire un effort. Enfin, c'est vraiment à contre-cœur. Mais par contre, le musée d'art moderne, là, c'est tout. C'est vraiment un endroit merveilleux pour regarder des œuvres. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, foncez. Voilà. C'est une exposition qu'il faudrait presque faire 2 fois, en fait. Oui, mais c'est souvent le cas. On en parlait récemment avec ma camarade. C'est souvent le cas. Y aller une fois comme ça quand on voit les choses, et puis y retourner une deuxième fois, et après peut-être faire l'émission. Après y être allé 2 fois. Parce qu'on aurait plus... parce qu'une fois, on est complètement écrasé par le nombre, 150 œuvres, vous imaginez, peinture, dessin, gravure, etc., toutes les techniques des arts plastiques. Et c'est vraiment beaucoup trop, quoi, voilà, alors là, c'est une imprégnation, puis après, il faudrait y aller pour s'attarder sur quelques œuvres, et puis pouvoir les exploiter, si on peut dire ça comme ça, la forme, quoi. Voilà, tout à fait. C'était Porcherie, interprété par Berrerie Noire. Alors pourquoi Porcherie? Cette position antifasciste et ce punk qui décape, qui est un peu quand même toute cette patte de Kokoschka qu'on peut suivre de salle en salle, quoi. Voilà, tout à fait.
sur des vies, nous sommes dans un état de jungle, et partout c'est le roi du flingue. Constitution organisée, plus des passions germées nausées, le tiers-monde grève les pandémies, l'attention monte et tiagrée. Massacrés dans les abattoirs, roulés dans les laboratoires, marchés dans les sites dortoirs, prisonniers derrière tout palois. Et aussi les spécules, en les cours du gouvernement, en Europe les mauvais commis, en les moutons des Allemands. Un un morceau, dynamique par Timoro, les sages qu'on va tuer à la violence, le tartatin, l'ultra-violent. D'un côté système monétaire, de l'autre le droit militaire, pour finir en règlement, à bout de chaque le serait non. Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, la jeunesse en mer. Merci. Là, c'est ma camarade qui a trouvé les planchers, parce que normalement, les bergers noirs sont interdits, parce qu'elle dit on comprend rien. Et là, comme par hasard, elle a tout compris. Voilà, on comprend plus les paroles. Oui, paroles. non, mais enfin, bon, il y a des choses curieuses quand même. Voilà, les expos. Donc, Oscar Kokoschka au musée d'art moderne. On a le temps, c'est jusqu'au 12 février 2023. L'exposition s'intitule Un fauve à Vienne. Oui. L'exposition Munch au musée d'Orsay, qui vient de démarrer aussi. Michel Ragon, musée de l'histoire vivante à Montreuil, on veut toujours y aller, on ira. Les fins photographes de guerre au musée de la Résistance. La maison de Picassiette. André de Vambès, peintre, graveur, illustrateur au Petit Palais. Frida Kahlo au musée Galliera, c'est des bibelots à Frida. Edward Munch à Orsay, Kokoschka au MAM, et puis donc on ira aussi, alors c'est le 18 octobre, voir Rosa Bonheur à Orsay, un amour de jeunesse. Voilà, tout à fait. Et donc, toujours au centre Tinius à Montreuil, brodé, débordé, des œuvres magnifiques donc de broderie, déclinées sur différents supports. Mais d'ailleurs, en parlant de broderie, c'est pas de la broderie, mais on a fait une petite bouffe dimanche soir avec des copains, la petite bande de 3 potes là dont je vous parle toujours dans les Aminches, et dont une tapissière de génie, Corinne Herman. Voilà. Pour rappeler quand même qu'il y a des gens encore dans la vie courante qui peuvent nous faire vivre des impressions qu'on n'a que dans les grands musées.
Alors, film et lecture, ma camarade a vu Un amour impossible. Bon. Ouais, Un amour impossible, c'est un film alors, qui était en replay sur France 3. Malheureusement, ça se terminait le 3 octobre. C'est un livre et c'est donc mis en scène. C'est par Catherine Corsini. C'est l'histoire de Christine Angot et de l'inceste qu'elle a subi pendant de nombreuses années par son père. Voilà. Donc c'est très bien interprété. C'est Virginie Fira qui fait le rôle de Rachel, qui est la maman de Christine Angot. Et il y a une justesse dans le jeu qui est absolument extraordinaire. Donc c'est un film qui reste très sobre, mais vraiment c'est un film à voir si on peut le voir sur d'autres plateformes. Avec ce film était suivi par un documentaire qui s'appelait un documentaire sur l'inceste, inceste le dire et l'entendre, 84 minutes. Lui, il est disponible jusqu'au 3 février 2023. Ce sont plusieurs femmes et un homme qui racontent ce qu'ils ont vécu. Voilà, donc c'est des paroles difficiles. Moi, j'arrive pas à écouter plus de 10 minutes à la fois, effectivement. Mais bon, c'est très bien que ces documentaires existent, qu'on puisse aller entendre toutes ces histoires. Oui, mais malheureusement, enfin, vous allez me dire, c'est mon pessimisme naturel. Mais malheureusement, ceux qui vont regarder ces choses-là sont des gens déjà convaincus comme toi, mais les gens qui devraient les voir ne les verront pas. Voilà. Non, oui. Peu importe, c'est important oui, que, c'est important, que toi, ces paroles... C'est pas le but de convaincre des convaincus, quoi. Non, mais ce qui est important, c'est que cette ouverture, cette parole libérée puisse exister. Mais oui, voilà, bah, ça c'est pourra, bien, mais si elle existe pour qui? Tu vois, elle devrait modifier la façon de faire et de penser de ceux qui sont capables de commettre ces horreurs. Mais ceux-là, ils verront jamais. En fait, on s'aperçoit que c'est difficile parce qu'il y a Corinne Massiero qui témoigne. Et en fait, c'est seulement pendant le confinement. Donc, Corinne Massiero a une cinquantaine d'années. Donc, c'est seulement en 2020 qu'elle comprend en voyant des photos qu'elle avait vécu un inceste. Et en fait, souvent, il y a ce qu'on appelle une amnésie traumatique qui fait que même la personne qui a vécu des traumatismes, en fait, l'a enfoui tellement profondément qu'elle l'a oublié. Donc, voilà, il y a des choses qui reviennent comme ça. Il y a des déclencheurs. Et qui explique après des comportements, pourquoi on a ce regard sur soi, cette saleté, enfin pourquoi on va aller vivre toujours en limite d'une mise en danger. Enfin c'est tout ça s'explique aussi souvent malheureusement par ces traumatismes de l'enfance. Et ce qui est affligeant quand on regarde le début de ce doc, c'est effectivement le nombre d'enfants concernés. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins 100 fois sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni Purie et diffuse sur internet aracaille.fr. Et on salue nos potes, nos amèches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. On a plus de nouvelles en ce moment, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va, Claude et William, on pense à vous. Que Brest n'est pas complètement sous l'eau. Après avoir implanté une palmeraie de palmiers dattiers à Brest, il faudrait quand même pas que ça soit noyé tout ça. Jean-Paul Souvraz, un peintre qu'on adore, un grand peintre, de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, une pote à ma camarade Peichacho. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Frédéric. Alors, Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, on a fait une petite bouche. Ah ouais, j'étais super. Salut les copines, salut les copains. Pas Joël, parce que Joël est au Caire. Bon, voilà. Juliette Planck, une graveuse qu'on adore, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, et qui anime aussi, parallèlement à son occupation de graveuse, une émission de Radio Bigaille, dont vous pouvez trouver le lien sur notre blog, quoi, tout simplement. Marie-Christine Béguet, une graveuse émérite aussi, en relégation à Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte du Fort, pourquoi j'oublie toujours ce truc? À Saint-Hippolyte du Fort, voilà Marie-Christine Béguet, une graveuse qui fait dans la ligne. Clément, un graveur en taille d'épargne, qui grave sur tout ce qui bouge. Vincent Van Gogh de la gravure, voilà, il bosse comme c'est un fou furieux de gravure. Agnès Dubarc, une graveuse aussi, qui
est un peu porté en ce moment vers la méditation et qui se terre en Bretagne. Thierry Morciot, un graveur belge de Bruxelles, un génie de la gravure. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, qu'on adore, ainsi que Raoul Viloula. Colette, Jacqueline et Nicole, 3 femmes d'artistes qui chérissent leur mémoire, bref, parce que leurs mecs sont un petit peu partis. Voilà. Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar dont il ne reste plus que Laurence, Liliane ayant tiré sa révérence. Voilà, Laurence qui se retrouve toute seule parce qu'en même temps son compagnon Bernard, lui aussi, après il a fait des chants pour les prairies du Grand Manitou. Voilà, donc ça fait beaucoup quand même. Et Geneviève, notre sorcière bien aimée, Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants et chez Milites, Cécile, tu la sens, ma Sainte puissance, oui ma Cécile, on la sent et on t'aime. La Rue sans voyant, qui anime 2 émissions le mercredi après-midi sur une radio ONI, une émission pour les enfants, une émission pour les adultes. Quoi qu'on se demande si les adultes sont vraiment adultes ou s'ils sont des enfants qui ont un peu attardé, quoi. Le mélange de notre pote José Arthur sur cette radio ONI le dimanche en fin d'après-midi, une émission musicale de haut niveau. Et puis Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons connu l'œuvre sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu, à Bourg-en-Marlotte. Colette, Alain, deux mécènes, de chez Mécènes, qui mécènent, gentils comme tout, hein, des êtres humains, quoi, voilà. Dominique, Paul Alardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, mais dont on chérit toujours le souvenir, ainsi que sa maman, qui est Cérès Franco, dont il y a d'ailleurs en ce moment, dans sa fondation à Montelieu, il y a une chose qui lui est consacrée, enfin bref, voilà. Marie-Pierre, une mécène aussi, voilà, qui en ce moment a attrapé qu'est-ce qu'elle a? Une gastro, Marie. Oh, une gastro, Marie, enfin, voilà, il faut faire attention à ce que tu manges. Marie Dognaud, une galériste chérie aussi, qui présente des œuvres à la galerie Kaléidoscope. On n'est jamais déçu. Hein. Antoine Monory, des Champignons, c'est un petit groupe musical, un trio, quoi. Pote à ma camarade Piqueco. La galerie Cœuron Bedou de Bourg-en-Merlotte. Anne Sinoradska, une peintre polonaise dont on adore le travail. Fort, trop fort parfois même, parce que c'est difficile de vivre avec. Hein. Et qu'on peut voir à l'Halle Robleau à Fontenay. Voilà. Pendant combien de temps? Jusqu'au 22 novembre. Jusqu'au 22 novembre. Alors, vous pouvez y aller, c'est gratos, hein. C'est gratos. C'est gratos. Et Karine Brescia, une artiste aussi, décoratrice, etc. Bon, une pote à ma camarade Pékékou, et chez qui elle a fait la teuf récemment, d'ailleurs. Bon, elle n'arrête pas. 4 heures du matin, machin et tout, voilà. Bon, ça ne me regarde pas après tout. On n'est pas là pour vous raconter nos vies. Hein. Bon, l'émission est à l'écoute sur le blog aracaille.fr et tout de suite on se finit avec Mélismel. Faut vivre. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran anxieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre.
Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.